les grands projets inutiles imposés, donc GPI, et les questions de démocratie. Parce que ces grands projets, ils obligent les citoyens à intervenir à différents niveaux. Le niveau défense du territoire, réflexion sur l'aménagement, les questions de répression comme le dit Debelle, et on est dans la bagarre, on est dans les recours, etc. Mais on est obligé de réfléchir à ce qu'on vit dans tous les grands projets, parce que ça se ressemble furieusement, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer face à ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, sachant qu'on n'a pas d'illusion sur est-ce qu'on va exécuter ou pas, mais comment, parce qu'on n'est pas simplement dans le contre. Il y a par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, on est dans le contre l'aéroport, mais on est dans les alternatives sur la DAB, etc. Donc on n'est pas que dans le contre, et on a aussi des propositions à faire. Et sur les grands projets inutiles, donc, juste un petit mot pour vous dire que la mise en réseau a commencé sur les problèmes ferroviaires, puis s'est étendu aux problèmes de transport, plus généralement, pas que le ferroviaire. Et il y a eu le premier forum contre les grands projets donc, inutiles qui était en Val-de-Souze en 2011. Et après, il y a eu le deuxième forum à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est là qu'on a rajouté le deuxième I. Ce deuxième I qui signifie imposer, c'est-à-dire que les GPI sont devenus GPII, le grand projet inutile imposé. Parce que partout, le déficit démocratique, le foutage de gueule des citoyens, les mensonges les plus grossiers, etc., on les retrouve partout. Donc, il y a eu aussi des progrès de fait dans le travail commun entre les différents collectifs en France. D'accord? Alors, on va commencer par le travail en France, avec ce travail sur la démocratie participative qui a donné ce document-là. Donc, on va vous parler d'abord de la commission Richard et de ce qui s'est passé autour de ça, etc. Et ensuite, une deuxième partie où on vous parlera de la démarche auprès du tribunal permanent des peuples, qui là est une démarche européenne. Parce qu'on a fait une connerie à 1 milliard qu'il faut la continuer jusqu'à 30. Donc là, c'est un principe de bon sens et ça suffira. La deuxième chose, c'est qu'il y a des traités internationaux. Il y a notamment un traité franco-italien qui sert de base à la subvention européenne, qui dit à son article 16 la disponibilité du financement sera un préalable au lancement des travaux. Sur le tunnel de base, qui n'est qu'une partie du saucisson, une tranche du saucisson, on y reviendra tout à l'heure, il est annoncé à 8,6 milliards par les promoteurs, et la communauté européenne n'a donné que 813 millions d'euros, enfin, n'a donné un accord que de 813 millions, sous la condition que bien sûr les États amènent le reste, sur une tranche de 2 milliards, pour des travaux entre 2014 et 2020. Donc clairement, il n'y a pas la disponibilité en préalable au lancement des travaux. Donc il y a de véritables obstacles juridiques au niveau français, au niveau italien, au niveau européen. Quant à la France, elle n'a toujours pas démontré sa capacité à financer sa part, puisque encore le 13 juillet, deux parlementaires ont présenté à Manuel Valls un système pour financer la part française qui s'appellerait l'Eurovignette. Donc, comme vous le savez, au mois d'octobre, le gouvernement avait dénoncé la capacité de faire l'écotaxe. Le 13 juillet, 2 parlementaires viennent dire que la France va pouvoir financer le Lyon-Turin grâce à l'Eurovignette, qui est un surpéage pour les camions. Et 3 semaines après, Manuel Valls et Ségolène Royal, suite à une déclaration de Frédéric Thuillier qui disait « Ah mais nous aussi on va mettre l'Eurovignette et de l'écotaxe chez nous », ont déclaré « Désolé, mais on ne reviendra pas sur l'abandon de l'écotaxe ». Donc pour l'instant, la France n'a pas financé. Donc là encore, le chantier n'a pas commencé, on n'est que sur des études. Il y a eu effectivement 1 milliard de dépensés sur ce projet, c'est une folie furieuse. Il y a eu également 1 milliard de dépensés sur la ligne existante qui, elle, n'est pas utilisée. Et
Donc voilà, très simplement, le contribuable moyen et de bon sens dit, si on a une ligne existante, tant qu'à faire, utilisons-la, ne serait-ce que pour des raisons de santé publique. À chaque fois qu'il y a un projet de ligne à grande vitesse ou de nouvelle infrastructure de transport, la première chose qu'il faut aller voir, pour avoir déjà une petite idée de la pertinence ou pas, et du besoin, de la réponse à un besoin, c'est d'aller voir les comptages des conseils généraux ou des directions départementales du territoire. Vous allez sur Internet, vous faites comptage routier, et vous savez combien il y a de trafic. Vous savez, les boucles de comptage qu'il y a au sol, quand vous passez, là, il y a des boucles de comptage, tout ça est répertorié, soit par les conseils départementaux maintenant, soit par les directions départementales du territoire. Et donc, vous pouvez savoir où passent les voitures, combien il y a de passages par jour, combien parmi ces passages autoroutiers ou routiers vous avez de camions. Et donc, ça vous donne déjà une première vision. On vous dit, voilà. L'exemple, c'est que sur Nantes-Rennes, on nous dit, bah voilà, il faut faire une ligne à grande vitesse entre Nantes et Rennes, et on s'aperçoit qu'en fait, la masse des trafics avec Nantes, routiers, ils viennent de Saint-Nazaire. Quand on nous fait un Lyon-Turin, on s'aperçoit qu'il y a effectivement 1200 camions, 1800 camions sur chacun des passages qui passent entre la France et l'Italie, mais qu'il y a 100 000 voitures, c'est-à-dire l'équivalent de pollution de 20 000 camions par jour dans Chambéry et dans Annecy. Et que si on doit parler de priorité environnementale et de priorité de santé publique, bah c'est peut-être l'équivalent des 20 000 camions, c'est-à-dire 100 000 voitures jour, qu'il va falloir traiter sur des transports du quotidien, avant de se dire, on va traiter les 1800 camions, qui d'ailleurs peuvent passer sur l'existant. Synthèse, mais on va dire du point de vue du projet de barrage lui-même, donc le projet initial de barrage de Sylvain, ça a été officiellement abandonné, même si vous ne pouvez pas l'écrire directement, mais bon, c'est ce qui a été formulé dans la décision du Conseil général du Tarn en mars dernier, jusqu'au moment de l'exposition de la loi. Donc en tout cas, ce projet initial, de toute façon, ne bénéficie plus des financements européens, donc bref, les financements là, sont pas rassemblés. Donc, globalement, la situation officielle telle qu'elle est, qui ne vise pas comme ça, parce que cela serait très en colère de le voir dans la presse, mais donc le projet initial est abandonné. Actuellement, pour solder le passif financier des travaux qui avaient déjà été engagés, il y a l'État est en train de signer un protocole avec le conseil départemental du Tarn. Bon, ça fait partie des scandales, mais on attend d'avoir la copie, puisque c'est le contribuable qui va éponger, c'est donc au niveau national, le contribuable qui va éponger les dépenses faites pour le début des démarrages des travaux, les CRS aussi, enfin, un certain nombre de frais que le conseil départemental du Tarn présente au ministère de l'écologie, qui devrait solder le passif du premier projet. Donc il est annoncé par le préfet du département que à partir de l'automne, là, sans doute le mois prochain, il va y avoir un comité de pilotage qui va se mettre en place pour définir un projet de territoire, puisque c'est un des acquis de cette lutte. Il ne pourra plus y avoir de barrage destiné à l'irrigation qui sera financé par l'agence de l'eau sans qu'il soit dans le cadre d'un projet de territoire. Ce projet de territoire a un cadre qui est fixé au niveau national. Il y a des discussions qui ont eu lieu avec le conservatoire de l'environnement, FNSEA et d'autres, parmi les choses intéressantes, c'est que le projet de territoire doit prévoir un changement des pratiques agricoles, aller vers des cultures plus sèches, etc. Enfin, il y a vraiment une obligation de faire une sorte de transition écologique et agricole sur le territoire pour pouvoir bénéficier d'un financement. Tout ça, c'est sur le papier, mais c'est le cadre nous qu'on va utiliser pour pouvoir définir le prochain projet. Sachant qu'on va sans doute être sur des discussions comme ça pendant, j'imagine, au moins un an. Vous pouvez imaginer qu'il va y avoir les mêmes acteurs qu'au départ, qu'avant, c'est-à-dire l'agriculture FNSEA, le conseil départemental, nous, etc. Donc, y compris les mêmes personnes, représentants de l'État, qui ont menti dans les dossiers sur le premier barrage, etc. Donc, vous imaginez bien qu'il y a relation dans les réunions assez tendues, et qu'on va sans doute progresser très lentement. Nous, ça ne nous dérange pas de progresser lentement, puisque de toute façon, le futur barrage qu'eux veulent faire ne nous intéresse pas. On le rejette, donc on va prendre le temps qu'il faut pour
débat sur qu'est-ce qu'il faut sur le territoire pour les agriculteurs et pour on va dire, la gestion de l'eau et pour la gestion de la zone humide. Pour nous, c'est plutôt une étape qui nous est favorable, parce qu'on revient enfin à des débat de fond, notamment sur l'alternative, une guerre des batailles décidées, on va dire. Et, en parallèle a priori, quand ce processus-là ne sera pas terminé, il n'y aura pas de risque de nouveaux chantiers. Alors, derrière ça, il y a la zone humide qui est très fortement dégradée, qui pour l'instant pas réhabilitée. Il y a des agriculteurs qui n'ont toujours pas eu accès à nouveau à leur terre, notamment un agriculteur qui est de barrage vers la côte. Et donc, tout ça fait partie des négociations aussi à mener pour. Alors, là, le conseil départemental dit que tant que le protocole n'est pas signé avec l'État, ils ne peuvent pas habiliter la zone humide. Bon, ils jouent aussi au pont, parce qu'ils savent très bien que plus la zone humide se dégrade, plus ça leur permet de dire, bah, de toute façon, maintenant, elle n'existe quasiment plus, donc c'est pas très grave si on fait un nouveau projet dessus. Il y a tout l'aspect juridique, les décisions sur le fond, on espère avoir un procès en fin d'année, mais ce sera plutôt sans doute en 2016, où on verra si le premier projet est légal ou pas, jugé sur le fond. Et puis après, c'est surtout tous les procès au niveau pénal, pour tous les militants qui ont été accusés de violence sur les forces de l'ordre, accusés de ceci, accusés de cela. Donc là, il y en a pléthore, régulièrement. On obtient des relax là, de temps en temps, notamment des gens qui étaient accusés de violence aux gendarmes, où en fait, les vidéos montrent que c'est des gendarmes qui étaient violents, etc. Bref, là, c'est aussi tout un aspect des conséquences de la lutte qu'il faut gérer, et il faut de la solidarité, et donc c'est quelque chose qu'on mène de front avec les gens qui veulent bien sur place jouer à lutter. Justement, c'est dans le dossier de barrage de Sivins, il n'était pas précisé quel était. Alors, il mentait sur le nombre d'agriculteurs, hein, il disait 80 et quelques bénéficiaires qui étaient en fait les propriétaires riverains de la rivière, mais qui n'étaient pas forcément des irrigants. Parfois, certains étaient dans le barrage de Sivins. On a démontré qu'en fait, il y avait une vingtaine d'agriculteurs qui étaient réellement concernés, pas 80, mais pour eux, c'était un moyen de justifier l'intérêt général, parce que le vin, c'est pas assez pour mettre autant d'argent, etc. Mais derrière ça, non seulement il montait sur le nombre d'agriculteurs, mais il ne détaillait pas quelle agriculture était concernée, quelles étaient effectivement les cultures qui étaient concernées, et quel était le projet agricole derrière. Donc ça a fait partie de la bataille qu'on a menée, des questions qu'on a posées au Conseil général, qui a toujours refusé de répondre, y compris à travers la grève de la fin. Ils ont fini dans un dossier, quand ils ont été retoqués la première fois dans le dossier qui était présenté au Conseil national de protection de la nature, sur tout ce qui était espèces protégées, ils ont été retoqués notamment sur le fait que le projet n'était pas suffisamment détaillé et tout ça. Et là, pendant l'été, ils ont mis une dizaine de pages. Et donc là, ça a été après toute la propagande. Quand ils ont compris qu'il fallait qu'ils argumentent là-dessus, ils essaient de convaincre l'opinion publique. Ils ont fait toute une propagande pour dire, regardez, ça va soutenir l'agriculture biologique, les maraîchers, etc. Alors qu'on sait très bien, et c'est le discours d'agriculture, c'est dire, c'est pour permettre de faire beaucoup plus de culture de semences, et notamment la semence maïs, qui est la semence qui rapporte le plus. C'est un choix de politique agricole. Donc il y a un vrai choix politique qui est fait là, de dire on met 10 millions d'argent public sur la table pour soutenir les agriculteurs. Et c'est pour ça que nous, les alternatives qu'on propose, c'est de dire pour soutenir l'agriculture sur le territoire, il y a d'autres solutions que de faire un barrage pour développer l'irrigation du maïs, qui touche qu'une minorité, puisque sur ce bassin, il y a à peu près 200 fermes. Et donc nous on dit, et la coopération paysanne va tout à fait dans le même sens, on a des positions communes, c'est dire la réflexion c'est comment aider ces 200 fermes sur le territoire pour que dans 10 ans, dans 20 ans, il y ait toujours des agriculteurs. Et donc, est-ce que c'est d'irriguer une vingtaine de fermes pour faire des produits essentiellement d'export, ou en tout cas pour l'agriculture industrielle, avec des cours qui peuvent s'effondrer, ou est-ce que c'est au contraire développer des circuits courts locaux, faire en sorte que la collectivité aide ses agriculteurs à vendre leur production dans les cantines, des hospices, des machins, des trucs, où là on a des vraies garanties de long terme au niveau des revenus, on améliore la qualité, on améliore évidemment les impacts sur l'environnement,
là aussi, c'est du simple bon sens. Hein. Simplement, évidemment, ce projet n'est pas fait pour aider les agriculteurs à vivre sur les territoires. Ce projet est fait pour aider une compagnie qui construit le barrage à se faire du fric et sans doute à renvoyer du fric aux partis politiques qui sont liés avec elle. Ce projet est fait pour aider une vingtaine d'agriculteurs, on va dire, profil FNSEA, à espérer être un peu moins, à gagner un peu plus d'argent, qui sont aussi en crise, puisque de toute façon l'agriculture industrielle fait baisser les prix, augmente, voilà. Ce projet est fait pour continuer à inciter à la consommation de pesticides, d'engrais, de tracteurs, etc. Le Conseil général, au point même du projet de barrage, a passé toute sa vie à vendre des pesticides, des engrais, des tracteurs, etc. C'est son fils qui a repris l'entreprise. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt, il fait ça pour l'intérêt général, il ne fait pas ça pour que... Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on a rebasculé pour dire... la question, c'est vraiment comment on utilise l'argent public pour quelle agriculture. Là, on met des vidéos sur ce qui se passe à Mont-Saunier depuis 15 ans. Pour régler un problème d'eau, ils ont passé des contrats d'agriculteurs qui fournissent un agriculteur biologique, les cantines, etc. Enfin, il y a des exemples qui marchent. Munich, évidemment, aussi sur la gestion de l'eau. Voilà, simplement, on est dans un pays où, au lieu d'essayer d'économiser de l'argent en faisant des choses de bon sens dans l'intérêt général, ben, ça ne rapporte pas. Ne pas polluer l'eau, ça rapportera d'argent pour les entreprises qui, la générale des eaux, enfin, toutes les entreprises de l'eau, qui elles gagnent de l'argent en dépolluant l'eau. Ce qui m'a déterminé autant dans cette histoire pour lutter jusqu'à ce point-là à Sivens, c'est de dire c'est plus possible en 2012-2013, quand je suis arrivé en Tarn, on continue à faire ce genre de projet, malgré avec en plus tous les beaux discours. Parce que je comprendrais beaucoup plus qu'on a un gouvernement ou un conseil général qui dit moi l'environnement je m'en fous, j'ai envie de faire ça parce que je veux aider les copains du BTP, la FNSE, etc. Ça serait plus clair. Mais quand on a l'agenda 21 du département, la charte de participation, le Grenelle de l'environnement, etc., qu'on endort la population en disant ne t'inquiétez pas, on a compris, on gère, ça c'est scandaleux. Et c'est ça qui, moi, m'engage. On peut renverser, on peut changer le cours des choses. Et à Sivens, quand je considère que ça va changer le cours des choses, le prêt à payer est très fort. Mais ça montre bien que quand on se mobilise, on peut remettre sur la table des vrais choix politiques. Dire comment on utilise l'argent public, pour quelle politique, pour quelle société. Vous savez, il y a eu les déclarations de Hollande après la mort de Rémi Fraisse, qui a dit enfin on va faire les choses bien. Voilà. Associations, entreprises, donc entreprises évidemment, le patronat, la FNSEA, etc. Les syndicats salariés, des administrations, des experts nommés, etc. C'est là où il y a eu toutes les concertations dont on vient de parler. Il y a eu un colloque début mai pour faire le point. Au Royal s'était engagé à ce que les propositions issues de cette commission soient inscrites dans la loi assez rapidement, comme Hollande s'était engagé également. Et donc, elle annonçait a priori qu'ils utiliseraient la loi de transition énergétique qui était en débat au Parlement pendant l'été pour intégrer ces propositions dans la loi. C'est ce qui nous était annoncé en tout cas au mois de mai. Bon, nous, on a été une bonne partie des mouvements là étaient présents à ce colloque. On a fait une intervention pour bien montrer qu'on était très exigeants sur notre proposition et qu'on surveillait très près. On n'était pas dupes qu'il allait sans doute pas les reprendre, mais qu'il ne fallait pas qu'ils croient qu'ils nous endormissaient en faisant cette commission et cette concertation, et que si pendant qu'ils faisaient ça, ils disaient aussi en même temps les occupations et tout ça, il ne fallait pas qu'ils pensent qu'on allait rester assoupli par ce pseudo dialogue. Donc, alors rapport Richard donc, a sorti, ils ont fait leur rapport, cette commission Richard. Après
Après, il y a eu la loi Macron qui était en pleine discussion où ils ont voté, donc, comme vous le savez, les 49.3, etc. Ils ont intégré l'idée que le gouvernement pourra voter par ordonnance des modifications du processus de dialogue, de participation, etc. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'avec la loi Macron, le gouvernement a la possibilité, sans passer par le Parlement, de définir des nouvelles modalités de consultation du public sur tous les projets, mais également, ça veut dire que pour accélérer, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir décider, sans passer par le Parlement, de modifier les règles du jeu pour accélérer les chantiers, pour accélérer les procédures, pour en enlever, Et donc, tout va être une question de rapport de force. Alors, soi-disant, ils vont devoir consulter le fameux CNTE avant de faire des ordonnances concernant l'environnement. Mais on sait comment ils font jusqu'à présent. Il y a une consultation, oui, on a pris en compte ceci, on a pris en compte cela, sachant qu'il y a le MEDEF dedans, la FNSEA, etc. Et puis on dira, c'est bon, on a entendu le CNTE. Donc il faut s'attendre, tant qu'on aura Valls, c'est le cas comme Premier ministre, il faut s'attendre à ce qu'il passe des ordonnances pour accélérer encore plus les GPI. Il me semble que quand même ce qu'on a obtenu à travers le rapport Richard, et c'est pour ça que justement pour l'instant ils n'ont pas repris en tant que tel, puisque la loi de la transition énergétique a été votée pendant l'été, en mois de juillet je crois, et qu'elle n'a pas intégré du tout les propositions de rapport Richard. Ça montre bien que malgré tout, je crois que ce qu'on a obtenu dans ce rapport Richard, c'est effectivement pour la première fois l'idée qu'il faut organiser la concertation en amont au moment où se réfléchissent les projets pour définir ce qu'on a dit, le besoin d'un projet, est-ce qu'il y a une utilité publique à faire une ligne à moindre vitesse, à faire un aéroport, à faire un barrage, etc. Donc ça se passe le 14 mars 2015. On est auditionné pendant 6 heures par la commission spécialisée. Et donc nous avons préparé tous les mouvements ensemble, cette plateforme, au cours d'une première réunion qui avait lieu en janvier à Paris, et ensuite par des échanges. Sur ce travail, en fait, on est parti de quelque chose qui pour nous était de bon sens. Parce qu'on n'avait pas fait l'analyse juridique, et ce que je vais vous présenter très franchement et très véritablement, on l'a découvert, en tous les cas pour ma part et pour des gens de Notre-Dame-des-Landes avec qui on était vraiment en contact, après le 14 mars. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est que le 30 décembre 82, vous avez une loi qui s'appelle la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, qui dit très simplement, si on veut faire un projet d'infrastructure, il faut l'étudier et l'évaluer de façon socio-économique dans l'ensemble de ces dispositions, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rapporte d'un point de vue économique assez brut, qu'est-ce que je gagne, combien ça me coûte, mais également les effets externes, à savoir quelles sont les améliorations environnementales ou les détériorations, etc., etc. Donc vraiment une analyse assez large du projet pour pouvoir l'évaluer. Ça, on est le 30 décembre 82, vous voyez, quand même plus de 30 ans. Et on dit, pourquoi est-ce qu'on fait cette loi? Parce qu'on dit, voilà, à chaque fois qu'on fait un projet, il y a un problème parce qu'il y a toujours quelqu'un qui conteste. Et donc, voilà, ne pensez pas que cette loi est sortie du champ d'application, puisqu'elle a été codifiée. Au Code des transports à l'article 1511 en 2010. Le 15 décembre 92, 10 ans après, vous avez ce qui s'appelle la circulaire Bianco. Et la circulaire Bianco, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit en avant-propos, circulaire, des insuffisances conduisent souvent à la mise en cause de la légitimité des projets et de toute décision de réalisation, quelle qu'elle soit. Grossièrement, quand on veut faire une piste cyclable, il y a toujours des contestataires qui contestent. Vous voyez, on est 10 ans après un projet d'évaluation. Et alors que dit le texte? Il dit, donc faisons des évaluations, faisons un débat dans lequel chaque citoyen pourra
s'informer et pourra débattre. Résultat des courses, on vous fait des grands-messes avec les élus, les machins, on considère que donc, puisqu'il y a les représentants élus des citoyens, ben les citoyens se sont exprimés. Et alors, 15 décembre 92, donc on n'a toujours pas réglé le problème de la démocratie participative, puisqu'on dit ouais, il y a toujours des contestations. Et alors, en 2004, vous avez Gilles de Robien, ministre des Transports, qui dit bon, maintenant ça suffit parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un projet, il y a des contestataires qui contestent. Vous voyez, redisant après. Et alors, qu'est-ce qu'il écrit dans son instruction? Il fait une instruction cadre. Il n'est plus de projet qui ne provoque des débats, voire des controverses souvent longs auxquels participent les élus des associations. Ils ont parfois tendance à occulter le travail d'évaluation, etc. Et on dit, donc maintenant ça suffit. Ça suffit parce que, vous voyez, on est en 2004, donc 20 ans après quand même le texte de 82 sur l'évaluation. On dit là maintenant, si on ne veut pas que ça conteste à tout bout de champ, il va quand même falloir vraiment évaluer les trucs. Et notamment, il y a l'article 14 de la LOTI, comment fait-on une évaluation ? Formule d'évaluation des projets la formule d'évaluation que vous connaissez tous, bien évidemment, et s'il y a des élus dans la salle, ils la connaissent également. Alors, en fait, aucun élu n'a le droit de voter pour un projet sans avoir vu comment on sait calculer ça. Le truc, c'est que si vous ne savez pas calculer ça, ça ne marche pas. Alors, je vous donne un exemple très précis dans le Lyon-Turin, mais on pourrait le faire sur beaucoup d'autres projets. Je le dis pour les élus, c'est vraiment important. C'est vraiment très important. Quand vous n'avez pas les éléments d'appréciation, vous n'avez pas le droit de voter. D'accord? Le vote d'un élu doit être éclairé. Sinon, il ne faut pas voter. Et c'est pas parce qu'on vous dit non, mais vous inquiétez pas, nous, on l'a calculé, vous êtes trop con, vous n'avez pas pouvoir le faire. Nous, on sait faire. Nous, les services de l'État, on sait faire, vous pouvez nous faire confiance en les services de l'État. Non. L'élu doit avoir compris parce que son rôle est le rôle du pouvoir exécutif. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, juste un exemple très rapide sur, mais ça nous évacue plusieurs points du truc, sur l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation, c'est qu'est-ce que j'ai comme recette d'exploitation et qu'est-ce que j'ai comme dépense d'exploitation. Et là, je calcule mon excédent brut d'exploitation, donc je n'ai pas d'amortissement, etc. Et donc, notamment dans le Lyon-Turin, on apprend en 2013, donc après toutes les enquêtes d'utilité publique, que les niveaux de tarification ne sont pas fixés. Si les niveaux de tarification ne sont pas fixés, vous n'avez pas de prévision de recettes. Et si vous n'avez pas de prévision de recettes, vous n'avez donc pas de prévision d'excédent brut d'exploitation. Puis on apprend aussi que les financements ne sont toujours pas définis. Ils ne sont d'ailleurs toujours pas définis en 2015. Si vous n'avez pas les financements, vous ne pouvez pas avoir le calcul des intérêts intermédiaires du financement, puisque vous ne savez pas qui vous finance, ni à hauteur de combien, ni à quel taux. Vous voyez? À la fin, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve donc avec la déclaration de M. Hollande, donc 10 ans après, novembre 2014, 27 novembre 2014, et François Hollande dit « Sivens exige donc d'accomplir des progrès supplémentaires dans la participation des citoyens à l'élaboration. » Donc tous les 10 ans, on dit « Quand on fait un projet, il y a des contestataires qui contestent. » On aurait fait cette démonstration que tous les 10 ans, on nous refait le même discours et que donc on vient nous écouter pendant 6 heures, c'est gentil, mais qu'en fait, on ferait mieux d'appliquer les textes. On l'a dit, appliquer les textes. Mais on n'avait pas cette vision aussi fine. Alors, je vous montre, j'en termine là-dessus, pour vous montrer qu'on a une certaine légitimité à parler de démocratie participative. Je vous montre un document qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça date que de 1789. On s'aperçoit qu'à l'article 14, on a tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, c'est-à-dire le besoin d'engagement de l'argent public, de consentir librement, donc de participer au débat et de s'informer, bien évidemment,
d'en suivre l'emploi, c'est-à-dire l'accessibilité aux documents administratifs et à l'utilisation de l'argent public, et d'en déterminer la quantité et l'assiette de recouvrement et la durée. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ouais, 1789, en fait, tout est dit. Tout est dit. C'est quand même pas mal. Ouais. Et l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ouais, donc, vous pouvez aller voir votre inspecteur des impôts et lui demander comment il gère ses contrôles fiscaux, par exemple, mais vous pouvez aussi aller demander à votre élu ou à votre commissaire enquêteur s'il n'a pas des conflits d'intérêts. Oui, nous sommes des opposants et nous acceptons cette formule de la situation d'opposants. Parce qu'il y a des projets pharaoniques, nous opposons des solutions de bon sens. Parce que nous sommes des opposants à la gabegie des deniers publics, parce que nous y opposons des solutions d'économie au sens réel du terme. Vous voyez? Et donc, ce mot d'opposant dont tous les communicants nous disent « Ah, il ne faut pas utiliser opposant parce que c'est négatif », en fait, pour moi, il est très positif, parce qu'il veut dire qu'il y a des situations qui sont contestables, nous opposons des solutions de bon sens. Voilà, merci. Un des principaux problèmes sur tous les grands projets qui ont travaillé ensemble, c'est que le besoin social d'un projet n'est jamais interrompu. Quant à Notre-Dame-des-Landes, personne n'a eu de comme question avons-nous besoin d'un nouvel aéroport. Hein? La question c'est est-ce que vous voulez l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou Notre-Dame-des-Landes? C'était ça la question. C'est-à-dire que le besoin n'était pas interrogé, les modalités de satisfaction du besoin, il y en avait une seule de proposer, et ça, si on pouvait y arriver, si ça pouvait être un des fruits de nos luttes et de ce qu'on embarque quand même du travail commun. D'ailleurs, Richard, on va parler tout à l'heure, l'a un peu repris. Donc la première chose, c'est l'interrogation du besoin social. Et après, évidemment, le besoin, après, la compétition éventuelle entre différents besoins, c'est-à-dire il y a différents besoins sur la mobilité, mais il y en a sur la santé, il y en a sur les transports, etc. Donc, il y a quels sont les vrais besoins, comment on les priorise, et puis après, comment on va les résoudre. C'est une question qui devrait être secondaire et qui ne l'a jamais été. Quand même, à Notre-Dame-des-Landes, plus con que sa tumeur, vraiment, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ce projet qui est glouton en terre, glouton en fonds publics, etc. On n'en a pas besoin. Il existe déjà un aéroport mieux placé, mieux desservi, en train, en tramway, etc., qui est un aéroport international qui pourrait être optimisé. Alors après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des problèmes de spéculation immobilière, etc. Parce que quand on dit inutile, quand même, on dit inutile pour nous. On ne dit pas inutile pour tout le monde, parce qu'il y a quand même des gens qui ont, quand je parle de satisfaction des besoins sociaux, il y en a qui ont des besoins de mise dans la poche, mais ce n'est pas ces besoins-là qui nous intéressent, évidemment. Donc, l'interrogation du besoin, là, je vais vous donner un exemple à propos du tribunal administratif, là, pour Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a un programme, dit programme Vière, qui est un programme d'adaptation des voies routières au futur aéroport qui va en couper les existants. Donc, nous on dit, c'est le même dossier, c'est le même projet, les conséquences environnementales doivent être évaluées globalement, etc. Rapporteur public au tribunal administratif. Non, 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 c'est pas le même projet. Et nous avons des jurisprudences là-dessus.
de saucissonnage, la Commission européenne a dit là ça ne va pas. Donc il y a une procédure en cours. Toujours des petites décisions qui, soi-disant, n'ont pas d'impact sur des parties, et tout à l'heure tu parlais du saucissonnage, et c'est pour ça qu'on en a parlé, sur des petites parties qui, soi-disant, non mais vous inquiétez pas, c'est pas une décision engageante sur le projet, c'est une petite décision. Puis au final, on vient vous voir quand même si on vous dit, mais comment vous n'allez pas quand même renier le droit des élus à décider pour le peuple, puisque nous avons été élus. Hein, voilà. Et hop, paf, on envoie le machin, regardez, toute la chaîne de décision démocratique est là. Voilà ce que dit la Cour des comptes. Elle dit, vos systèmes de décision multiples et saucissonnés, en fait, amènent à des irréversibilités sous un couvert démocratique, qui en fait est tout à fait contesté. Elles sont quand même plutôt, si elles étaient appliquées, il y a pas mal de règles qui seraient déjà une avancée extraordinaire dans le débat public. Une des manières de ne pas les appliquer de manière légale, c'est de saucissonner les projets, et c'est ça. C'est qu'on reste toujours de toute façon dans une volonté d'un certain nombre d'élus de mettre en place des projets qui ne sont pas dans l'intérêt général, qui ne sont pas dans l'intérêt de la population, qui sont dans l'intérêt des copains du BTP, avec en partie sans doute des rétrocommissions, des financements de campagne, etc. Enfin, nous, c'est ce qu'on soupçonne, en tout cas à Siemens, et c'est un certain nombre de projets, je pense, c'est pareil. Position 5, reprendre les procédures de concertation en cas de modification substantielle du projet après déclaration d'utilité publique. Une modification substantielle du projet, en particulier sur la longueur des pistes prévues à Notre-Dame-des-Landes. Et Notre-Dame-des-Landes devait accueillir les avions gros porteurs. Est-ce qu'on a besoin d'avions gros porteurs à Nantes? Ça, c'est bon. Mais Notre-Dame-des-Landes devait pouvoir accueillir les avions gros porteurs. Pour des raisons de respect apparent des coûts, ils ont rabioté les longueurs de pistes. Mais ça n'a pas été dit. C'est une modification du projet qui aurait dû entraîner, qui devrait annuler de fait la déclaration d'utilité publique. Eh bien, donc ça fait partie aussi de ce qu'on a pointé comme exigence. Juste un exemple sur Lyon-Turin et un exemple général. Nous sur le Lyon-Turin, c'est assez simple. Les deux décisions ministérielles qui sont visées à la déclaration d'utilité publique, qui a été publiée en août 2013, datent de 1994 et 1995, et 20 ans, qui donnent les caractéristiques principales, puisque c'est la loi. La déclaration doit porter sur une décision ministérielle publiée. Et en fait, vous n'avez pas de ligne qui dessert Chambéry. Et là, aujourd'hui, vous en avez une qui coûte 4 milliards. Vous voyez, c'est comme si vous allez acheter toujours une machine à laver. On vous dit, bon, alors on a effectivement une machine à laver, mais avec une petite option en plus, l'autre on l'a plus, ça vous coûte quand même que 4 fois plus. Et là, c'est vraiment une modification substantielle, vous avez le droit de renoncer à la commande. C'est qu'en 91, quand le projet Lyon-Turin est validé par le comité interministériel, le prix maximum du kilomètre de ligne sur un des projets du SNIC, c'est 10 millions d'euros. 70 millions de francs à l'époque en 91, donc environ 10 millions d'euros. Aujourd'hui, on est sur le tunnel à 150 millions d'euros du kilomètre. C'est-à-dire que chaque kilomètre du tunnel de base est équivalent à un hôpital de 60 000 m² à hauteur de 2450 € du mètre carré, rapport de l'administration sur le prix du mètre carré des hôpitaux. Et on est bien évidemment dans une modification substantielle, de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros ou 150 millions d'euros. On peut considérer qu'on a le droit d'annuler la commande. Je passe très vite sur les propositions 7 et 8 qui concernent l'accès aux documents et avec publication des documents obligatoires, puisque à Sylvain, par exemple, eh bien, il y a des avis défavorables qui ne sont pas mis dans l'enquête publique, de comités scientifiques ou des choses de ce genre de structure, sous prétexte que ce n'est pas obligatoire de les mettre.
Donc il faudrait absolument que dans la loi, il y ait obligation de publication et de vraie mise à disposition, pas 5000 pages l'avant-veille de l'ouverture de l'enquête, mais qu'il y ait 4 mois avant, enfin, les moyens que le public s'empare et travaille des projets. Vous savez qu'avant les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique, l'autorité environnementale est saisie, donc l'autorité environnementale du Conseil général de l'écologie et du développement durable, du ministère de l'écologie. Et chez nous, par exemple, sur le Lyon-Turin, ils disent Réseau Ferré de France a décidé de niveler par le bas l'information du public sur les impacts en matière d'hydrologie. Donc, effectivement, la loi aujourd'hui leur permet d'obtenir une déclaration d'utilité publique sans pour autant avoir donné les informations qui sont nécessaires à la loi sur l'eau. La loi sur l'eau peut être découplée, alors ce qui est quand même... Ça ne coûte rien de plus de mettre un dossier d'enquête publique 4 mois plus tôt sur Internet, sur le site de la préfecture, 4 mois avant que l'enquête publique ne démarre. Ça ne va rien coûter au contribuable de plus demain si c'est appliqué. Mais ça va changer fondamentalement les choses, puisque vous savez très bien qu'en tant qu'association, militant, etc., si on peut étudier un dossier comme nous à Sylvain, c'était 900 pages, s'il y a vraiment une synthèse qui permet d'avoir les grandes lignes du projet pour pas le public, les gens les moins investis, puissent avoir lire assez facilement les données du projet, s'il y a les avis négatifs, etc., le jour où l'enquête publique démarre, on n'est pas du tout armé de la même façon que si on a eu les 900 pages le matin. Alors qu'on a 6 semaines pour faire des propositions. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer à Sylvain, c'est après l'enquête publique. Je suis arrivé dans le tard à ce moment-là. Le commissaire enquêteur, dans ses conclusions, disait ah, mais les opposants au projet n'ont pas été capables de présenter un projet alternatif, etc. Comment voulez-vous qu'en 6 semaines, alors que vous n'avez même pas les éléments sans qu'ils vous donnent les calculs qui ont été faits pour définir la taille du barrage, etc. Donc, comment voulez-vous faire une contre-proposition? C'est vraiment des foutages de gueule. Il y a une absence de sincérité, de volonté de permettre effectivement le relais public. Et donc c'est pour ça que derrière ça, c'est un vrai rapport de force qu'il faut mener. Le collectif est allé voir le Conseil général à l'époque pour demander les éléments de dossier. À chaque fois, ils avaient dit ah mais vous l'aurez pendant l'enquête publique. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas de matière pour travailler. Et donc on ne peut construire si on est sérieux, hein, parce qu'on peut toujours évidemment faire comme eux, faire un peu de n'importe quoi, avoir nos conclusions à l'avance et puis faire tout un rapport pour essayer de justifier des conclusions. On peut aussi faire de n'importe quoi, mais à partir du moment où on veut faire des propositions alternatives qui tiennent la route, qui répondent à un réel besoin, qui apportent des solutions, on est obligé d'avoir un minimum d'éléments dont eux disposent, d'administration, combien d'agriculteurs, quels sont leurs problèmes, quelles sont les quantités d'eau, etc. Et donc, tant qu'ils ne donnent pas ce genre d'éléments, c'est difficile de faire une contre-proposition. Alors, entre-temps, on a réussi à obtenir tout ça et on a fait des propositions alternatives qu'on défend. Juste sur le mot alternatif, j'attire juste votre attention sur le caractère qui peut être piégeant du mot alternative. C'est une des spécialisations du commissaire enquêteur de vous dire mais quel est faites un projet alternatif. Et en fait, c'est piégeant parce que en fait, à partir du moment où vous proposez une alternative dans certains dossiers, en fait, vous validez l'utilité publique. Et nous, on a eu ça dans le dossier des comités qui ont dit nous, on propose une alternative. Et bien évidemment, Réseau Ferré de France et les commissaires enquêteurs ont dit ah non, mais l'alternative, malheureusement, ce que vous proposez n'est pas possible pour des raisons X, Y et Z. Mais nous notons que l'utilité publique n'a pas été remise en cause. Vous voyez? Et donc, attention à ce mot alternative qui peut être piégeant dans certains dossiers, parce que dans certains dossiers, vous avez un véritable besoin qu'on peut constater. Tous les projets, à chaque fois que vous avez une présentation technologique, futuriste, moderniste du projet. Et il faut bien comprendre que cette présentation de communicants est faite pour, dans
premier temps, dire celui qui conteste, c'est le retour à la bougie. Collectif en lutte contre des grands ou des petits projets déclarés inutiles imposés, donc affirme comme premier point entretien et optimisation éventuelle de l'existant. C'est-à-dire, bon, les besoins ne tombent pas du ciel comme ça, voilà. Il y a déjà eu des moyens de répondre à certains besoins. Qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'on peut l'y améliorer? Comment, etc. Et donc, voilà, là encore, le fait de revenir sur l'existant et ses capacités ou les besoins et les véritables priorités fait que vous arrivez à contrer là, cette perversité du discours de communisme. La proposition 10, elle est vraiment essentielle. Et j'espère très fort qu'on va gagner là-dessus et que Notre-Dame-des-Landes sera peut-être un précédent. C'est le recours suspensif. Oui, voilà. Ça, examen des besoins et recours suspensif, si on arrachait ça, eh bien on serait beaucoup moins mal sur les projets. Parce que recours suspensif, enfin, combien on chialait en voyant l'état de la zone humide à Sylvain, etc. Même avant la mort de Rémy. Ce qu'on dit quand même, c'est qu'il faut un délai raisonnable. Parce qu'évidemment, on nous dit, ouais, vous posez des recours, n'importe quoi, tout vous est bon pour que ça dure jusqu'à la fin du mandat. C'est ça qu'on a comme argument, forcément. Donc, effectivement, proposer un encadrement des délais, c'est ce qui est fait dans la proposition 10. Si on n'a pas été plongé dans un dossier d'une matériel juridique, on ne maîtrise pas forcément les histoires de procédure. Il y a, en général, quand on attaque un arrêté préfectoral, donc actuellement, enfin nous, c'est à peu près c'est ce qu'on nous annonce à Sivins, le tribunal se prononce sur donc, le recours qu'au bout de 2 ou 3 ans. Donc il faut en général 2 ou 3 ans avant qu'il y ait une décision de justice qui dise clairement que l'arrêté préfectoral était légal ou pas légal. Il y a un moyen donc, de faire un recours en référé avec une décision en quelques semaines. Mais là, la difficulté, c'est que le juge se prononce. Donc déjà, il y a un seul juge qui se prononce, au lieu d'avoir 3 juges, si je me rappelle bien, au fond. Et donc en urgence, il y a un seul juge qui se prononce. Nous, ce que l'avocate nous a dit quand on est allé au référé, c'est que le juge, il allait regarder, il allait consulter le dossier pendant 1 heure à peu près, avant l'audience, et que donc il fallait vraiment aller à l'essentiel et qu'il fallait qu'il y ait un point de droit clair et évident pour qu'il prononce la suspension de l'arrêté préfectoral. Urgent, en attendant que les juges puissent se prononcer au fond 2 ou 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en référé, le juge considère qu'effectivement il y a suffisamment de doute sur la légalité de l'arrêté pour que, par précaution, il suspende l'arrêté en attendant que ça soit bien analysé sur le fond 2 ou 3 ans plus tard. Et la difficulté, c'est justement que, voilà, il a peu de temps pour analyser le dossier. Bon, après, si c'est des dossiers, enfin, nous à Sivins, il nous semble évident que, comme sur la plupart des grands projets aussi, c'est des sujets très politiques, c'est porté par l'État, etc. Donc vous imaginez bien que le juge, au moment où il prend sa décision, il a d'un côté des associations. De l'autre côté, son patron. De l'autre côté, il a l'État, le département, par rapport à la région, etc. Bon, c'est sûr que déjà, elle dit peut-être que je réfléchisse à ma décision, à ma carrière, etc. Donc, à Sivins, le juge rejette notre recours suspensif. Alors, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je découvre ça parce que je n'ai pas été sur des questions juridiques jusqu'à présent au niveau local. Le juge fait une très belle synthèse des arguments des associations, de l'État, du Conseil général, la synthèse est bien écrite, etc. Et puis, les associations n'ont pas suffisamment soulevé le doute sérieux sur la légalité, donc le recours est rejeté.
D'une seule phrase, il rejette nos arguments sans derrière justifier juridiquement pour dire les associations disent ceci, mais la loi dit cela. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait l'argument de dire voilà ce que dit la loi. Non, il n'y a aucune argumentation juridique. D'une seule phrase, il rejette notre cours. Point barre. Il n'y a pas de suspension de l'arrêté, donc ça veut dire que les travaux peuvent effectivement continuer. Et l'expérience qu'on a, nous, sur les barrages dans le sud-ouest, mais c'est le cas sur un certain nombre de projets, c'est qu'on gagne à la fin au fond, mais une fois que le barrage est construit. Le projet n'est pas du tout d'intérêt général, mais il est déjà réalisé sur fonds publics. Et donc on le lève plus bas parce que c'est des fonds publics. Pourquoi est-ce qu'il traite ça en 3 ans? C'est pas simplement qu'il étudie un dossier pendant 3 ans. C'est que le dossier il reste sur la pile pendant 2 ans et demi, et que les derniers mois, au bout d'un moment, ils arrivent à notre dossier, au bout de 2 ans et demi, et qu'ils commencent à s'épancher, et il y a l'audience 6 mois plus tard. Pourquoi est-ce qu'on mettait autant d'argent dans les hélicoptères, les gendarmes, etc., pour venir nous imprimer sur le terrain, et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas cet argent-là avec la justice pour qu'elle clarifie ce terrain? Quand ils savent qu'ils font des projets qui ne sont pas légaux, ils vont le plus vite possible pour un projet de chantier, et le chantier est terminé, et c'est trop tard. On a gagné au tribunal, mais on a perdu sur le terrain. Les sanctions sont... Il n'y a pas de sanctions pénales, etc. Des élus peuvent voter un projet qui sera illégal, un préfet peut donner des arrêtés préfectoraux, personne ne sera jamais poursuivi. Par exemple, si une association qui gagne avait 50 000 € à la fin, ça inciterait les associations aussi à aller plus souvent au tribunal. Le pire, c'est que même si on gagne, on a 1 200 € d'indemnité. L'État est condamné en général à 1 200 €, à verser 1 200 €, alors qu'on a en général pour une procédure comme ça entre 5 et 10 000 € de frais de justice. C'est pas neutre, hein. C'est pas du tout par hasard que la justice fonctionne comme ça. C'est simplement que c'est ce qui leur permet à eux d'engager des chantiers qui ne sont pas légaux. Et de toute façon, voilà, ils arrivent à les imposer sur le terrain, même si quelques années plus tard, les assurances ont gagné. Ils s'en foutent complètement, parce que ce qui compte, c'est leur projet. Ils ont eu les budgets, le BTP a eu son fric, ils ont fait des projets, et même si c'est pas utile, même si c'est illégal, de toute façon, c'est fait. Situation à Notre-Dame-des-Landes. Nos recours à nous ne sont pas suspensifs, pas plus que ceux des autres. Ce qui a été arraché, en particulier au printemps 2012, par une grève de la faim d'un certain nombre de camarades, dont l'un a fait 28 jours quand même, et qu'on a enterré au début d'août, la Michel Tarin, eh bien, c'est en mai 2012, donc juste avant l'élection de François Hollande, cette grève de la faim a arraché une première étape, c'est-à-dire il n'y aura pas d'expulsion des opposants légaux avant le rendu des recours. On continue les expropriations, la machine continue à essayer de broyer, etc., mais il n'y aura pas d'expulsion avant le rendu des recours. Et ça, c'était un accord politique. Après, il s'est passé différentes choses. Bon, il s'est passé, alors, à l'automne 2012, les événements, vous avez su, et donc une résistance sur le terrain qui a vraiment vu la résistance des jeunes opposants et la solidarité de la population, parce que sinon il se serait fait écraser la gueule s'il n'y avait pas eu toute la solidarité de la population. Donc il y a eu cette bagarre-là, il y a eu la commission dite de dialogue qui avait pour feuille de route de expliquer à chaque étape le bien fondé de la réalisation. Bon. Et après, il y a eu différents événements et il y a eu un nouvel accord politique qui nous dit, bon, il y a eu des négociations entre le PS et les Verts, il y a eu des tas de trucs après, et donc il y a eu un nouvel accord politique qui nous protège, entre guillemets, avec normalement la parole de Hollande, qui nous protège jusqu'au rendu de tous les recours. Mais c'est un accord politique. Et on sait que les paroles des politiques, on a vu
quelques exemples fameux quand même, on sait qu'elles ne sont pas forcément fiables, je n'en sais pas. Et puis alors, quelque chose qui est considéré comme complètement frappadingue, mais qui devrait aussi être de bon sens, la proposition 11, hein, étude postérieure des projets, tout ce qu'on nous a promis, les 100 000 emplois pour profit, les trucs et les machins, faire des évaluations et qui soient à différentes périodes et qui soient accessibles au public. Vous avez déjà l'évaluation ex post qui est prévue depuis le 30 décembre 82 dans l'article 14 et les grands projets d'infrastructure, deuxième paragraphe là, les grands projets d'infrastructure et les grands choix techniques sont évalués sur la base, etc. Et en bas, dans le cadre des orientations nationales, etc. Et donc, l'évaluation postérieure des projets qui est prévue dans les articles 1511 et suivants du Code des transports qui recodifie la loi de 82. Cette pratique détestable, à vomir vraiment, de conflits d'intérêts, de machins lactés, qui font que les décisions ne sont vraiment pas prises dans l'intérêt public, mais dans l'intérêt privé. Alors, il y en a quand même un paquet. Parce que sur chacune des propositions et sur chacun des problèmes, il y a quand même, on vous les détaille pas tous, et tous les camarades sont pas là, il y a quand même des exemples. Je voudrais simplement rappeler ce qu'est le conflit d'intérêts, parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion sur cette notion. La corruption, la prise illégale d'intérêt ou le trafic d'influence implique obligatoirement des conflits d'intérêts. Mais c'est pas parce qu'on est en conflit d'intérêts qu'on est un corrompu, qu'on a fait une prise illégale d'intérêt ou qu'on a eu un trafic d'influence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la notion de conflit d'intérêt n'implique pas la commission d'un délit ou d'un acte pénal. Je vous le dis parce que j'ai conclu à la radiation de plusieurs commissaires enquêteurs dans le dossier Lyon-Turin et je dis, voilà, ils sont en conflit d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que le conflit d'intérêt? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se prévaloir de la notion d'impartialité ou d'indépendance. Donc, le conflit d'intérêt, c'est que simplement, si j'ai un intérêt moral ou matériel, direct ou indirect, je suis en conflit d'intérêt. Mon frère est intéressé à l'affaire, je suis en conflit d'intérêt, je dois me déporter. Je suis président d'une association qui va gérer ou qui a géré une petite partie du projet, même pour le meilleur de l'humanité, à savoir la protection de la biodiversité, etc. Ça n'empêche que j'ai un conflit d'intérêt et le public n'a pas à prouver, il doit simplement rapporter des faits qui montrent que cette apparence ne permet pas de lui faire confiance. Il ne s'agit pas d'aller faire des enquêtes de police. Vraiment, je vous invite à aller sur notre site lyon-turin.eu. Il y a nos mémoires au Conseil d'État. Vous allez, franchement, c'est la nausée. C'est la nausée, ce machin-là. C'est la nausée. Tout le monde, ils ont recopié 20 pages d'un ancien dossier, copié-collé. Ils l'ont remis dans le dossier Lyon-Turin. Ils ont oublié de remplacer CFAL par Lyon-Turin. C'est incompréhensible. Et bien, vous rapportez la preuve que le mec, il n'a pas lu le dossier. Parce que s'il a lu le dossier, il aurait corrigé. Vous voyez? Et donc, s'il n'a pas lu le dossier, il ne peut plus dire qu'il a fait sienne les motivations de son avis favorable. Donc, il a pris un avis favorable sur la confiance qu'il avait dans des personnes, dans le réseau ferré français, etc. Si on veut obtenir des sanctions contre des hommes politiques qui ont pris des décisions, qui les ont engagées, il faut constituer l'histoire. Il s'agit, au cours de la construction du dossier sur les délibérations, de dire, là, vous faites une erreur, et je vous la rappelle, et je vous l'envoie en courrier recommandé. Et effectivement, postérieurement, on peut dire, vous aviez tous les éléments pour juger que vous étiez en train de préparer une erreur, que vous en aviez la démonstration, et que vous avez choisi intentionnellement de commettre l'erreur. Et donc, là, vous avez du recours. C'est-à-dire qu'il faut
faut individualiser les responsabilités. Donc je le dis parce que, en général, dans nos communautés humanistes, on trouve que les systèmes sont à réformer, que les hommes ne sont que des outils des systèmes. Il n'y a pas de possibilité en droit sans individualisation personnelle. Donc, je vous le dis, c'est aussi beaucoup plus dangereux pour celui qui individualise. Je suis en train de rédiger un livre très individualisant, alors sur beaucoup d'individualité. J'en suis à 98 pages et j'ai déjà 170 notes de bas de page avec la preuve de chaque phrase que j'écris, parce que sinon j'ai 170 procès. Et vous voyez, l'injure publique, la calomnie, la diffamation, il faut quand même y faire attention. Mais cette individualisation a vraiment un double intérêt. Premièrement, elle nous rend exigeants parce qu'on n'a pas envie d'avoir les procès, donc on va chercher la preuve. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'elle individualise, mais donc elle déstabilise l'acteur politique de mauvaise foi. Et il faut absolument les déstabiliser personnellement, en les mettant en cause personnellement, quand ils sont de mauvaise foi, quand on sait qu'ils sont effectivement en conflit d'intérêts, il faut le révéler. Donc, messieurs les élus, vous voulez prendre des paris? Eh bien, vous prenez des paris, mais en donnant des garanties. Et ces garanties que tous les chefs d'entreprise, toutes les entreprises ont intrinsèquement, puisque vous voulez utiliser l'argent public en vous exonérant du débat public, on l'a montré et on l'a prouvé sur beaucoup de dossiers, ben vous prenez des risques sur votre patrimoine. Parfait. Voilà. Et alors... Au niveau européen, il y a eu une plainte de déposée auprès du tribunal permanent des peuples. Donc, un mot sur le tribunal permanent des peuples, c'est donc un tribunal d'opinion et non pas de pouvoir, qui est l'héritier lointain du tribunal Russell, parce que la fondation Les Réseaux Spatiaux est en contact officiel avec l'ONU. Donc c'est cette fondation qui servira à porter dans les instances internationales les résultats des travaux. Mais il y a la démarche vers les instances internationales, mais il y a surtout la démarche vers l'opinion publique. La question, c'est de faire respecter ce qu'on appelle les DESS, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels. Parce que là, je module un tout petit peu ce qu'a dit Daniel, il y a des choses qui sont dans la loi. Et quand on fait référence à 1789, le droit c'était celui des électeurs qui payaient des impôts, c'était les mâles, etc. Et c'était des droits individuels. Après, il y a eu toute la prise en compte des droits économiques. Et maintenant, il y a le problème des droits environnementaux, droits à la santé, etc., qui passent par des droits à l'environnement. Les peuples ont droit à information, consultation, consentement sur tout ce qui concerne l'usage de leur terre, de leurs ressources minières, de leurs ressources en eau, etc. Alors c'est vrai que, bon, on n'est pas la forêt amazonienne, on n'est pas Bhopal, enfin, vous voyez, mais les grands projets, on est directement dans les conditions de la négation des droits des terres. Il y a eu une session d'ouverture solennelle à Turin en mars, le même jour que l'audience à la commission Richard d'ailleurs, et donc cette session a enregistré déjà un certain nombre de témoignages, et ensuite on a eu le secrétaire permanent du tribunal permanent des peuples, donc qui est Gianni Tognoni, qui est venu à Notre-Dame-des-Landes sur place avec pour enquêter. Et le verdict, en principe, aura lieu
début de novembre, où ils diront oui, nous redonnons tel et tel fait, etc., comme directement attentatoire aux droits des peuples. Et avec charge à nous après de faire toute la médiatisation et puis le fait que ça aille par le biais donc, de la fondation Lédo Bateau, que ça remonte aussi aux instances adéquates de l'ONU. On est dans le moral, on est dans le... mais on est aussi dans la volonté de faire avancer le droit. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce qui a été fait au niveau français, c'est-à-dire que les problèmes qu'on pose collectivement auprès du tribunal permanent des peuples, eux, ils veulent aussi s'en saisir